Bonsoir et bienvenue à la Bibliothèque des rêves. Vous savez que pendant la plus grande partie de l'histoire de l'humanité, pendant des centaines de milliers d'années, les hommes ont vécu principalement une vie nomade. Ils s'alimentaient par la chasse et la cueillette dans les différentes régions du monde qu'ils avaient colonisées. Et ils vivaient sans habitation construite en dur, dans des grottes ou des abris temporaires. Mais il y a 10 à 12 000 ans, tout a commencé à changer. Sur une période relativement courte de quelques milliers d'années, des sociétés humaines en Eurasie, en Afrique et en Amérique ont commencé une transition vers un style de vie très différent. Une vie fondée sur l'agriculture, par la domestication des plantes et des animaux, et un mode de vie sédentaire dans des lieux fixes. Cette transition, c'est peut-être l'avancée la plus importante de l'histoire de l'humanité vers la civilisation. L'agriculture devient la base de la subsistance humaine. Avec elle et les gains de productivité qu'elle va permettre, il devient possible de dégager des surplus alimentaires qui font vivre des personnes qui ne travaillent plus seulement à la production d'aliments. Le commerce va pouvoir s'intensifier, et avec les échanges commerciaux et ces nouvelles catégories d'artisans, plus tard d'érudits, un processus de progrès technique accéléré va se mettre en place. Vont émerger aussi de nouveaux modes d'organisation politique et économique. Les premiers bourgs, puis les premières villes vont apparaître, les premiers États. De nouvelles questions vont se poser, comme celle de la propriété des terres, ou d'une hiérarchie sociale plus complexe, dans ces centres de population qui deviennent beaucoup plus denses. Et ça, ce sont juste quelques aspects de cette révolution des modes de vie. Un changement radical qu'on appelle aussi la révolution néolithique ou révolution agricole. C'est de ça dont je vais vous parler ce soir. Pourquoi cette transition? Comment est-ce qu'elle s'est déroulée? Et quelles en ont été les conséquences? Le sujet est vaste et on a beaucoup à discuter. Alors installez-vous confortablement et laissez-moi vous guider dans cette histoire. Comme toujours, je vous invite à liker et commenter cet épisode et à vous abonner à cette émission. C'est important pour qu'elle gagne les faveurs des algorithmes et soit visible. Et maintenant, commençons. La période géologique dans laquelle on vit aujourd'hui s'appelle l'Holocène, et elle a commencé il y a à peu près 12 000 ans, après la période précédente, le Pléistocène, celle qu'on appelle aussi l'âge de glace. Le Pléistocène, c'était une période de 2,5 millions d'années, pendant laquelle le genre Homo, le groupe d'espèces à laquelle on appartient, le genre Homo s'est diversifié et a colonisé la planète, ou du moins la plus grande partie d'entre elles, en partant soit entièrement, soit en grande partie d'Afrique. Ce sont des questions qui ne sont pas définitivement tranchées par la paléontologie. Ce qu'on sait, c'est que différentes espèces du genre Homo se sont succédées et souvent ont coexisté. Vous connaissez forcément les noms des plus célèbres: Homo habilis, Homo erectus, l'homme de Néandertal, et il y en a d'autres. Et finalement, Homo sapiens, nous. Homo sapiens qui finit par remplacer toutes les autres espèces d'Homo et par devenir l'espèce dominante sur Terre. La préhistoire humaine commence au Pléistocène
Et comme vous le savez, Homo sapiens a développé des caractéristiques culturelles qui le différencient sensiblement de ses prédécesseurs. Différents traits culturels, comme l'usage systématique d'outils, notamment d'outils composites faits de plusieurs matériaux, du bois, de l'os, de la pierre. Homo sapiens n'a pas été la première espèce à se servir d'outils, et d'ailleurs certaines espèces animales parmi les mammifères ou les oiseaux utilisent parfois des objets de leur environnement comme outils aussi. Mais la grande différence, c'est la variété des outils et leur perfectionnement dans le temps. Un autre trait distinctif d'Homo sapiens, c'est son intelligence, c'est-à-dire sa capacité d'adaptation, de conceptualisation, d'expression aussi, à travers le langage ou l'art, ou encore sa grande capacité de transmission. Les nouveaux individus, les nouvelles générations sont éduquées. Elles reçoivent un héritage technique, culturel, qui forme leur identité. Héritage qui est complètement assimilé et qu'elles font à leur tour évoluer ou progresser avant de le transmettre. On est des êtres de culture à une échelle très différente de toute autre espèce sur Terre. Il existe aussi des mécanismes d'éducation, de transmission des parents aux enfants, notamment chez certains mammifères. Les comportements peuvent être enseignés, par exemple, aux nouvelles générations. Et même on voit parfois, rarement mais ça existe, ce qui pourrait s'assimiler à une forme de culture. Par exemple, chez des cétacés comme les orques, qui sont des mammifères, il existe des cultures en fonction des groupes d'orques. Les orques apprennent un dialecte fait de cris et de sifflements qui est distinct, propre à leur groupe. Les petits l'apprennent de leur mère. Les stratégies de chasse varient aussi selon les groupes. Certains vont privilégier la technique qui consiste à s'échouer volontairement sur des plages, par exemple, pour attraper des otaries, alors que d'autres créent des vagues coordonnées pour faire tomber des phoques des morceaux de glace sur lesquels ils se tiennent. Et on voit aussi les ancêtres, les grands-mères orques qui ont dépassé l'âge de la reproduction, guider leur famille vers les zones de nourriture. Tout ça, c'est de la culture, parce que ça n'est pas inscrit dans les gènes, ni instinctif. C'est appris et transmis de génération en génération. Mais ce qui distingue Homo sapiens, c'est l'accumulation culturelle. Les orques avaient déjà quasiment la même culture il y a des centaines de générations. Et elle ne sera probablement pas plus complexe dans 100 ou 200 générations. Chez l'être humain moderne, le rythme d'accumulation et de changement est vertigineux en comparaison. Et on était des êtres de culture longtemps avant l'agriculture et la sédentarisation. On l'a été depuis des dizaines de milliers d'années au moins. La révolution dont on va parler ce soir, c'est une révolution du mode de vie. Et avant qu'elle se produise, pendant toute son histoire, l'humanité avait vécu en prélevant ses ressources alimentaires dans la nature. Les hommes préhistoriques étaient constamment à la recherche de proies à chasser, sans doute aussi à l'occasion de carcasses d'animaux, ou de plantes à cueillir. D'où ce terme de chasseur-cueilleur pour décrire le mode de vie des hommes préhistoriques. La plupart du temps, l'existence des chasseurs-cueilleurs était mobile, probablement par nécessité. Rester au même endroit durablement, ça aurait épuisé les ressources alimentaires apportées. Alors que voyager, peut-être en suivant les cycles migratoires des proies, c'était s'assurer des moyens de subsistance. L'archéologie préhistorique nous enseigne que les chasseurs-cueilleurs vivaient en petits groupes.
sans doute jamais plus de quelques dizaines d'individus, formant une petite tribu, dans un monde bien moins peuplé qu'aujourd'hui, où il était sans doute assez rare de croiser d'autres humains. Pendant des dizaines de milliers d'années, c'est à ça qu'a ressemblé l'existence pour l'humanité. Et sa population n'a cru que très lentement, parce que par rapport à aujourd'hui, la mortalité était élevée et les conditions de confort et d'hygiène très basiques. Maintenant, ce que nous enseigne aussi l'archéologie, c'est que le régime alimentaire des hommes préhistoriques semble avoir été relativement équilibré, et qu'ils ne mourraient pas de faim. Ils ne semblent pas avoir vécu ordinairement en détresse alimentaire. Ils dépendaient complètement de l'environnement naturel pour leur alimentation. Mais cet environnement fournissait une certaine variété d'animaux et de plantes. Contrairement à ce qu'on pourrait supposer, et on va y revenir après, quand une partie de l'humanité est passée à l'agriculture, certes, ça voulait dire un approvisionnement alimentaire plus stable, plus prévisible, sans doute aussi un peu plus abondant. Mais en même temps, le régime alimentaire s'est plutôt appauvri. Il est devenu moins varié. Et on verra que la transition vers l'agriculture a permis la croissance de la population et un épanouissement de la civilisation. Mais elle a aussi eu des conséquences immédiates plus négatives, comme cet appauvrissement du régime alimentaire qui a favorisé certaines carences ou la prolifération d'espèces nuisibles comme certains rongeurs ou des insectes. Une espèce qui a tiré un parti énorme de la sédentarisation, c'est les rats, par exemple. Donc une question qui reste ouverte, c'est de savoir si la révolution agricole a été favorable ou défavorable à la santé humaine, à ses débuts au moins. Mais on va en reparler. Quand on pense à l'agriculture, une des premières images qui vient à l'esprit, c'est la mise en culture et la récolte des céréales. Mais en fait, des céréales sauvages étaient déjà récoltées avant l'apparition de l'agriculture. On le sait grâce à la découverte de lames en silex qui servaient à couper des céréales. Et on a trouvé les plus anciennes traces de cette pratique au Moyen-Orient, datées d'il y a 23 000 ans. Une époque qui appartient au Néolithique, mais qui est située des milliers d'années avant l'agriculture proprement dite. Ça amène à s'interroger sur ce qui a été le ou les déclencheurs de la révolution agricole. On sait que pendant des dizaines de milliers d'années, des groupes humains se sont répandus à travers le monde et ont dû acquérir, au fil des générations, une bonne connaissance des plantes et des animaux sauvages, une intelligence de leur environnement qui a sans doute préparé cette transition. Mais pourquoi, presque soudainement, dans différentes régions du monde qui n'étaient pas en contact direct, on se met à l'agriculture? Il y a environ 11 000 ans, ça apparaît dans cette région du Moyen-Orient qu'on appelle le croissant fertile, du golfe Persique à la Méditerranée. Seulement 2000 ans plus tard, en Chine et sur les hauts plateaux de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à l'extrême sud-est de l'Asie. Encore 2000 ans plus tard, ça démarre en Afrique, au sud du Sahara, et en Amérique, à la fois dans ce qui est aujourd'hui le Mexique et en Amérique du Sud, le long des Andes. Donc il semble que cette invention de l'agriculture ait eu lieu plusieurs fois, dans différents coins du monde, à des dates assez rapprochées à l'échelle de l'histoire humaine. Mais pourquoi ça? Est-ce que ça venait de facteurs externes ou d'une dynamique propre aux sociétés humaines qui les aurait fait changer aussi radicalement de mode de vie en se fixant pour se consacrer à l'élevage et à la culture des sols? Il y a plusieurs théories à ce sujet qui ne sont pas exclusives les unes des autres. Plusieurs pourraient être vraies en même temps.
Une première possibilité, un premier déclencheur, c'est qu'il y aurait eu une hausse globale, mondiale, des températures, un changement climatique qui aurait rendu l'agriculture plus viable dans différentes parties du monde. Et c'est vrai qu'il y a environ 12 000 ans, il semble y avoir eu une hausse sensible des températures. D'ailleurs, c'est ce changement qui est à l'origine de la séparation qui a été décidée, faite, entre le Pléistocène, l'âge de glace, et l'Holocène, notre période. Des variations de température ont aussi été observées pendant le Pléistocène, qui n'était pas uniformément froid. Les variations de température ne sont pas quelque chose d'extraordinaire sur longue période. Mais la différence, c'est que ce nouveau régime de température s'est stabilisé, et il a perduré pendant des milliers d'années. Donc il est probable que dans une certaine mesure, cette hausse des températures, et tout ce qui en a découlé sur les précipitations, les courants marins, les vents, ait contribué à la propagation de l'agriculture, en la rendant plus praticable à cette période qu'avant. Ce qui expliquerait cette coïncidence des multiples inventions de l'agriculture autour du monde sur un laps de temps assez resserré. On n'en a pas de preuves, mais peut-être que des tentatives de développement de l'agriculture et de sédentarisation ont eu lieu avant, au cours des milliers d'années qui précèdent ce décollage, et peut-être qu'elles auraient échoué à cause des conditions, jusqu'à ce que ce changement climatique les viabilise. Malgré tout, l'explication par le seul climat bute sur un petit problème. Le seul endroit du monde où la hausse des températures et l'agriculture sont vraiment à peu près simultanées, c'est dans le Croissant fertile, au Moyen-Orient. Dans les autres berceaux historiques de l'agriculture, ça n'arrive que 2 à 4 000 ans plus tard. Donc on peut penser qu'il y a eu d'autres déclencheurs, et que le mouvement n'est pas purement lié à l'environnement. Dérivé de cette hypothèse climatique, il y avait il y a un siècle une autre théorie à propos du Moyen-Orient, qui était que la hausse des températures et les changements des courants océaniques auraient rendu le Moyen-Orient plus sec. Cette sécheresse aurait poussé les communautés nomades à chercher refuge et à chercher leurs moyens de subsistance dans des oasis. Oasis où elles auraient été mises en contact avec une variété de plantes et aussi d'animaux ayant eux aussi cherché un refuge contre la sécheresse. Et c'est ça qui aurait déclenché la sédentarisation et lancé l'agriculture. D'une part parce que les conditions climatiques auraient découragé le nomadisme, et d'autre part parce que les hommes auraient été placés en contact avec des espèces de plantes et d'animaux domesticables. Le problème de cette théorie, qui avait été élaborée il y a un peu plus d'un siècle, c'est que ses prémices, l'assèchement du Moyen-Orient, se sont avérées probablement fausses, parce que fondées sur une climatologie très approximative à l'époque. En fait, les régions du Croissant fertile ne sont pas devenues plus sèches il y a 12 000 ans, elles sont devenues plus humides, et donc l'explication par la désertification qui aurait poussé les humains vers les oasis n'apparaît pas crédible. Alors, autre type de théorie, est-ce que la révolution agricole n'aurait pas des causes plus culturelles, ou impulsées par les humains eux-mêmes? Là aussi, il y a différentes hypothèses. L'une d'entre elles, c'est que le mouvement vers l'agriculture aurait eu des causes démographiques. Je vous disais avant qu'à la préhistoire, le mode de vie nomade était rude. La population humaine était limitée, mais malgré tout, il y avait une certaine croissance démographique à long terme. Au-delà d'effondrements causés par de grandes catastrophes, comme des éruptions volcaniques géantes qui ont entraîné des baisses de température drastiques sur quelques années,
on sait que c'est arrivé. Au-delà de ce type d'événement, la population humaine avait tendance à augmenter, lentement. À cette tendance de croissance lente, si on ajoute des conditions de température plus douces, qui auraient rendu de nombreuses régions du monde plus vivables et plus riches en ressources alimentaires, on aurait bien pu obtenir une croissance démographique non négligeable. Et ça pourrait avoir été un déclencheur. Parce que le mode de vie des chasseurs-cueilleurs nomades, ça ne fonctionne que quand les groupes humains sont de taille limitée et ont de grands espaces pour se déplacer. Pour se déplacer sans tomber les uns sur les autres. Quand les groupes, les tribus, deviennent plus grandes et qu'elles en rencontrent régulièrement d'autres, ça atteint ses limites. Il faut trouver à manger sur des zones plus petites et rester en place pour s'assurer de leur contrôle. Ça pourrait avoir été une grande incitation à arrêter de changer régulièrement de lieu de vie et à commencer à chercher des moyens d'exploiter plus intensivement l'espace, y compris en domestiquant des plantes pour les cultiver et des animaux pour les élever. Ceci dit, une chose qui doit être mentionnée, c'est qu'on n'est pas sûr que la domestication des plantes et des animaux se soit faite exactement à la même période. Des os qui pourraient provenir d'animaux domestiques ont été trouvés près de sites d'occupation néolithiques antérieurs à l'agriculture, plusieurs siècles avant, peut-être. Donc la domestication des animaux aurait pu précéder un peu celle des plantes, notamment des céréales, et relever d'un processus séparé. Des nomades d'avant l'agriculture sédentaire auraient pu avoir des troupeaux. Là où il subsiste un doute, c'est parce que les méthodes de datation ne sont pas d'une précision absolue. En tout cas, même si la domestication des plantes et des animaux de ferme relève d'un même mouvement de mise en exploitation de la nature, les deux auraient pu être un peu décalés dans le temps. Il est possible aussi que la transition se soit faite doucement, plutôt que de façon abrupte. En plus de voyager avec des troupeaux, des groupes ont pu planter des graines quelque part et continuer à voyager sur un itinéraire fixe, en traçant des boucles qui les ramenaient régulièrement là où ils avaient planté pour pouvoir récolter. Ça ne marcherait qu'avec des plantes capables de croître toutes seules, sans soins ou sans irrigation humaine. Mais c'est possible avec des arbres fruitiers ou des racines sauvages, des tubercules par exemple. Encore une autre hypothèse dérivée de la démographie, ce serait que la croissance des tribus ait changé la dynamique du pouvoir en leur sein et précipité la sédentarisation. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Dans un tout petit groupe, comme une famille élargie, les relations interpersonnelles sont assez intenses. Tout le monde se connaît et on se voit constamment. Donc aucune hiérarchie complexe ou officielle n'est nécessaire pour garantir la cohésion du groupe. Le pouvoir dans ce petit groupe apparaît et change de main de façon spontanée, assez organique, sans besoin d'élaborer un système ou d'y penser plus que ça. Mais quand le groupe s'élargit à des dizaines ou des centaines d'individus à cause de la croissance démographique, tout change. Les interactions directes entre les membres décroissent parce qu'on ne peut pas connaître tout le monde, plus que de vue en tout cas. Les gens se connaissent moins, des groupes se forment à l'intérieur du groupe, et le pouvoir doit s'affirmer d'autres manières que les relations directes par ceux qui le réclament, ceux qui occupent une position de commandement. Comment affirmer son autorité, sa domination, dans un groupe où vous n'avez pas une relation interpersonnelle développée avec chaque membre? Ça, c'est le genre de défi qui est à la base de n'importe quelle organisation politique. On peut dominer en terrorisant tout le monde, mais c'est instable,
c'est dangereux. Et une façon plus pacifique, et dans bien des cas plus efficace, de solidifier son pouvoir, c'est de devenir un protecteur et un pourvoyeur. Une figure qui produit de l'adhésion volontaire, parce qu'en contrepartie de diriger, le chef offre de la sécurité et du bien-être. Mais pour ça, il faut pouvoir faire des démonstrations de son pouvoir et des bienfaits qu'il apporte. Des démonstrations qui sont visibles de tous et évidentes, ostentatoires, incontournables, qui atteignent tous les membres de la tribu. D'où l'idée, l'hypothèse, que ces groupes plus étendus du néolithique ont commencé à avoir plus de célébrations communautaires, avec des festins collectifs, des mécanismes qui auraient servi à faire tenir le groupe ensemble, à lier ses membres pour éviter l'éparpillement, les scissions, et permettre ces démonstrations publiques du pouvoir de leur chef, capables de combler leur tribu, de leur offrir du bien-être. Le problème pour un groupe nomade qui cherche à organiser de grandes célébrations collectives, c'est que les banquets, ça nécessite de grandes quantités de nourriture d'un seul coup, et une certaine variété. C'est difficile à faire pour des nomades qui voyagent et transportent des quantités limitées d'aliments avec eux, qui ne peuvent pas planifier leur alimentation au-delà de quelques jours. Impossible de faire des étalages ostentatoires d'une certaine abondance. L'agriculture sédentaire, avec ses récoltes, ses stocks et ses animaux qui peuvent être mangés quand on en a besoin, c'est un système bien plus adapté pour des communautés qui se rassemblent autour de festins. D'où l'idée que le changement du mode de vie, la sédentarisation, serait aussi une adaptation aux besoins politiques, à l'articulation du pouvoir dans des groupes devenus plus nombreux, qui n'auraient pas pu maintenir leur cohésion sans changer de mode de vie. Des groupes dirigés par des chefs tribaux qui avaient besoin de la sédentarisation pour asseoir ou maintenir leur pouvoir. Intellectuellement, ça paraît plausible, mais on est dans un registre très hypothétique, ça ne peut pas être prouvé formellement. Ceci dit, cette idée que la sédentarisation est aussi le produit d'une nécessité politique et sociale, c'est une hypothèse assez séduisante. Donc, comme vous le voyez, les raisons possibles de la transition vers l'agriculture sont de différents ordres. Et il est bien possible qu'elle ait résulté de l'interaction de ces facteurs. Un environnement notamment climatique qui s'y prêtait mieux, face à des besoins d'organisation, de gestion du pouvoir ou d'aspiration provenant des groupes humains eux-mêmes. On peut aussi se demander si cette évolution n'était pas inévitable, parce qu'elle survient à plusieurs reprises, dans des régions très distantes, au Moyen-Orient, mais ensuite de façon autonome en Papouasie, en Chine, en Mésoamérique, en Afrique subsaharienne, et chacune de ces régions devient un point de départ à partir duquel l'agriculture va faire tache d'huile, se répandre. Elle est adoptée de façon croissante par de plus en plus de monde. Ça n'éliminera pas le nomadisme, évidemment, mais le mode de vie fondé purement sur la chasse et la cueillette va s'éteindre au cours des millénaires suivants. Parce que même le nomadisme change. Déjà, il va entretenir des rapports avec les communautés sédentaires, mais en plus, tous les nomades deviennent aussi des éleveurs. Ils ont des troupeaux d'animaux domestiques. Et l'élevage, c'est une forme d'agriculture. Évidemment, ces différentes régions du monde où émerge l'agriculture ont des animaux et des plantes différents, des aliments différents, des climats différents, et les modes d'agriculture vont aussi être assez variés. Alors intéressons-nous un peu à ces différences autour du monde.
en partant de la plus ancienne région agricole, le croissant fertile du Moyen-Orient. On pourrait reconnaître la plupart des plantes cultivées dans les premiers champs du croissant fertile. Elles nous apparaîtraient familières, mais en même temps un peu archaïques, avec des graines plus petites que celles auxquelles on est habitué, et en général moins à manger par fruits, par graines ou par légumes qu'aujourd'hui. Parmi les céréales domestiquées au Moyen-Orient, on en trouve deux majeures, le blé et l'orge, à côté de différentes légumineuses comme des lentilles, des pois et des pois chiches. Un processus de sélection est presque inséparable, inévitable quand on commence à cultiver, même inconsciemment. On plante et on replante ce qui pousse bien et ce qu'on veut manger. Donc les céréales sauvages avec de toutes petites graines sont écartées, tout comme celles qui ont un goût amer ou sont difficiles à cuire. D'une année ou d'une saison à l'autre, on choisit ce qu'on veut replanter. Et c'est ce processus qui commence la lente sélection vers les grains et les légumes modernes. Avec les animaux, il y a des mécanismes de sélection similaires. Ils sont gardés et choisis pour la reproduction en fonction de leur utilité au travail, comme les chiens ou les animaux de trait, ou pour leur viande, ou pour les sous-produits de leur domestication, le lait, les œufs ou la laine. Il semble que l'agriculture soit arrivée en Europe depuis le Moyen-Orient. Ça a pris quelques milliers d'années, mais vers 6 à 7 000 ans dans le passé, l'agriculture est arrivée en Grèce. Vers moins 6 000, elle est en Italie et dans le reste des Balkans. Finalement, elle arrive en Espagne, en France et en Europe centrale, il y a 5 000 ans. Et un peu plus tard, moins 4 000 ans, elle est en Scandinavie et en Grande-Bretagne. Cette origine moyen-orientale est confirmée par les espèces de plantes et d'animaux. Ceux qui sont cultivés du Portugal à la Pologne sont ceux qui ont été domestiqués au Moyen-Orient, ce qui est confirmé par la génétique. Il semble que pendant le Néolithique, il n'y ait pas eu de domestication locale d'animaux, autres que ceux introduits depuis le Moyen-Orient. Cette introduction est lente. Entre la Grèce et le Danemark ou la Grande-Bretagne, elle prend 2500 ans à voyager. On ne sait pas si cette expansion de l'agriculture a été assurée par des sociétés agricoles qui auraient migré, ou si c'est par imitation par leurs voisins, ou un peu des deux. Mais en Europe, il semble que dans différentes parties de l'Europe, pendant encore des siècles, il y a eu une coexistence entre des chasseurs-cueilleurs, qui étaient encore technologiquement au Mésolithique, la période intermédiaire de l'âge de pierre, avant le stade du Néolithique, donc des groupes vivant à côté de communautés sédentaires et agricoles, qui étaient techniquement plus avancés. Par plus avancés, je veux dire que leurs outils étaient encore en pierre. On est avant l'âge du bronze, mais leurs outils ou leurs armes étaient plus complexes et efficaces. Et ils pratiquaient aussi certains artisanats comme la poterie ou le tissage, à un niveau bien supérieur en quantité et en qualité à celui des chasseurs-cueilleurs. Un deuxième berceau de l'agriculture, qui apparaît complètement séparé, c'est la Chine, où elle émerge dans deux régions différentes. Une dans le nord, autour du bassin de la rivière Jaune, et une autre dans le sud, autour du fleuve Yangtze. Ça se produit il y a 8 à 9 000 ans, 2000 ans après le Moyen-Orient. Dans la région du fleuve Jaune, on domestique pour la première fois le millet, qui reste une céréale importante. Et quelques milliers d'années plus tard, on y domestiquera pour la première fois le soja, il y a 4500 ans,
et des fruits comme les oranges et les pêches, à peu près à la même époque que le soja. Au sud, par contre, autour du Yangtze, la grande céréale, c'est le riz, et c'est de là qu'il va s'étendre à toute l'Asie orientale, en commençant par le reste de la Chine. On sait que relativement peu de temps après s'être mis à l'agriculture, par relativement peu, j'entends quelques siècles, mais à l'échelle qui nous intéresse, ça n'est pas énorme. Donc relativement vite, les deux berceaux chinois de l'agriculture entrent en contact et ils échangent leurs espèces et leurs techniques qui vont enrichir leur pratique de l'agriculture. En Afrique, on a trouvé 3 régions différentes où se développe l'agriculture indépendamment les unes des autres. Techniquement, le premier lieu d'agriculture en Afrique, c'est l'Égypte, la vallée du Nil. Mais en Égypte, l'agriculture est importée du Levant, du Moyen-Orient. On le sait parce que toutes les plantes et animaux domestiques de l'Égypte ancienne en proviennent. Mais l'agriculture de la vallée du Nil ne va pas s'étendre au-delà, au reste de l'Afrique. Au lieu de ça, elle va être réinventée dans 3 endroits différents. Un premier, c'est en Éthiopie, sur les hauts plateaux éthiopiens, qui sont aussi une des régions de peuplement les plus anciennes de l'humanité. On est proche de la région du Rift, en Afrique, qui est considérée comme le berceau de notre espèce. Donc il y a l'Éthiopie, et une deuxième, c'est au Sahel. Le Sahel, c'est-à-dire la région de transition entre le Sahara, très sec, et les savanes et les forêts tropicales, plus au sud. Aujourd'hui, le Sahel est sous pression du Sahara. Il a tendance à se désertifier, alors que le Sahara avance vers le sud depuis des dizaines d'années. Mais il y a quelques milliers d'années, il était plus favorable à l'agriculture. Et la 3e région, c'est en Afrique de l'Ouest, une large bande qui va du Nigeria au Sénégal. Les plantes domestiquées dans ces 3 régions africaines incluent différents types de millet, et aussi en Éthiopie, le khat et le teff, qui sont peu connus hors de leur région d'origine. Le khat, c'est une plante à fleurs, et le teff aussi. Il donne des graines comestibles. C'est plus anecdotique pour le régime alimentaire des gens, mais le café aussi a été domestiqué en Éthiopie, plus tard. Au Sahel, on domestique le sorgho, une plante dont les graines sont comestibles, et le reste de la plante peut servir de fourrage pour les animaux. En Afrique de l'Ouest, on avait aussi le riz africain, qui est un type de riz devenu confidentiel parce qu'il a été remplacé par du riz asiatique, qui a des rendements plus élevés. Mais historiquement, l'humanité a domestiqué 2 espèces de riz, une en Chine et l'autre en Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest où est domestiqué aussi l'igname, un tubercule, qui reste une source d'alimentation importante aujourd'hui pour son amidon. Pour retourner vers l'Est, je vous disais que juste après le croissant fertile, l'agriculture était apparue de façon autonome en Nouvelle-Guinée, la grande île à l'est de l'Indonésie et au nord de l'Australie. Une des cultures les plus anciennes qu'on y ait identifiées, c'est celle du taro, qui est une racine, un légume. L'igname y était présent aussi, et quelques milliers d'années plus tard, ils sont rejoints par les bananes et la canne à sucre. Et finalement, en Amérique du Nord et du Sud, les plantes domestiquées sont très différentes. C'est un des indices qui soutient la théorie selon laquelle les sociétés américaines sont restées totalement coupées de celles d'Eurasie et d'Afrique pendant des milliers d'années, à cause des distances. En Mésoamérique, c'est-à-dire du centre du Mexique jusqu'à l'Amérique centrale, le maïs, les haricots et les courges sont sélectionnés.
alors qu'en Amérique du Sud, on trouve la pomme de terre et le manioc. D'autres plantes typiquement américaines, bien sûr, c'est la tomate ou l'avocat. Tomatl et ahuacatl, ce sont des termes nahuatl, la langue officielle de l'Empire aztèque. Chocolatl aussi, qui a donné chocolat. Dans toutes ces régions du monde, à côté des plantes, on domestique aussi des animaux. À commencer par les chiens. Mais c'est particulier parce que les chiens sont domestiqués assez longtemps avant l'agriculture, des milliers d'années plus tôt. Les plus anciennes traces archéologiques qu'on en ait trouvées datent d'il y a 15 000 ans. Ce qui commence avec l'agriculture, c'est la domestication d'espèces comme les moutons, les chèvres, les bovins et les porcs. Alors maintenant qu'on a fait ce petit tour d'horizon des causes possibles et du déroulement de la révolution agricole autour du monde, quelles en ont été les conséquences? Qu'est-ce que l'agriculture et la sédentarisation ont changé à la façon dont les humains vivent, socialisent, construisent, ou même voient le monde autour d'eux? Cette question de la vision du monde, c'est aussi quelque chose d'important, parce que commencer à cultiver la terre, transformer des espèces sauvages en alliés, comme les chiens ou les animaux de ferme, devenir d'une certaine manière moins dépendants, ce sont des choses qui ne peuvent pas aller sans une révolution symbolique et intellectuelle aussi. Ça modifie la place ou la relation de l'homme avec la nature. Alors prenons ces différentes dimensions dans l'ordre. Déjà, en quoi ça a changé les sociétés humaines? On pourrait supposer que l'agriculture a dû aider ou accompagner une sorte de boom démographique autour du monde. Plus d'aliments, plus de sécurité aussi, en restant au même endroit au lieu de se déplacer dans la nature sauvage, plus de confort matériel, ça pourrait produire une augmentation de la population. En fait, c'est contre-intuitif, mais il semble bien que non. Ça n'est pas ce que l'archéologie observe en tout cas. Les estimations de la population mondiale il y a 10 000 ans doivent être prises avec précaution, parce que ce sont seulement des ordres de grandeur, estimés à partir d'hypothèses de densité humaine, elles-mêmes fondées sur des hypothèses de disponibilité des aliments dans la nature et les traces archéologiques. Donc ça pourrait être la moitié ou le double des chiffres que je vais vous donner. Mais ce qui est significatif ici, c'est qu'on n'observe pas d'augmentation de la population mondiale dans les premiers millénaires de la pratique agricole. Vers moins 10 000, c'est-à-dire il y a 12 000 ans, la population totale d'êtres humains est estimée autour de 4 millions, c'est-à-dire à peu près 2000 fois moins qu'aujourd'hui. Une population en croissance lente, qui aurait atteint 5 millions il y a 10 000 ans, vers moins 8 000, donc 1 million de plus en 2000 ans. Mais ensuite, alors que l'agriculture s'est bien installée au Moyen-Orient et qu'elle est apparue en Chine, ça va stagner pendant 3000 ans. Le vrai décollage de la population mondiale, on le situe plutôt vers moins 4000, il y a 6000 ans. Alors pourquoi? Pourquoi pas de croissance démographique, alors que les conditions de vie sédentaires semblent s'y prêter? Là aussi, il y a différentes hypothèses, et elles tournent autour des effets secondaires négatifs de la vie sédentaire. C'est ce que je vous disais plus tôt. L'agriculture permet sans doute un approvisionnement plus stable et plus fiable, aussi plus abondant, mais en même temps elle va détériorer la variété et la qualité nutritive du régime alimentaire, au moins au départ. Dire que les standards nutritionnels se détériorent, ça paraît bien contre-intuitif, mais c'est bien ce que l'étude des squelettes indique. En moyenne, la transition vers une alimentation à base de céréales, qui veut aussi dire consommer une moins grande diversité de plantes,
et moins de protéines animales, ça s'est accompagné d'une hausse de la mortalité infantile, d'individus qui deviennent plus petits, et généralement d'une baisse de l'espérance de vie. Dans les anciennes sociétés agricoles, on observe des déficiences, des carences, qui étaient beaucoup plus rares chez les chasseurs-cueilleurs, plus de maladies infectieuses et d'inflammations, plus de pathologies dégénératives, peut-être favorisées par un régime alimentaire comprenant proportionnellement trop de céréales, avec des carences en vitamines et en minéraux, qui conduisent à des pathologies qui deviennent plus fréquentes comme des anémies ou des ostéoporoses, des problèmes dentaires. Ça pourrait être une explication à l'absence de croissance démographique pendant plusieurs milliers d'années. L'agriculture aurait initialement augmenté la quantité de nourriture, mais détérioré la qualité nutritionnelle. Un autre effet involontaire de l'agriculture a sans doute aussi été la multiplication d'espèces nuisibles autour des peuplements humains. Avec des densités de population plus fortes, les rongeurs ou les insectes qui vivent sur la production de déchets d'origine humaine auraient proliféré. Et encore une autre possibilité, c'est que les sociétés sédentaires ont rendu les conflits, les guerres plus probables ou plus fréquents. Quand les humains s'attachent à la terre et que leurs moyens de subsistance en dépendent, au lieu de simplement s'en aller quand la présence de voisins les dérange ou qu'on convoite leur espace, une fois sédentarisés, ils se battent pour conserver leur espace ou pour en acquérir plus. La probabilité de conflits meurtriers en augmente d'autant. Donc, malgré une production de calories supérieure et aussi plus de confort, l'agriculture pourrait bien aussi avoir multiplié les occasions de se faire la guerre, et par conséquent entraîner indirectement une hausse de la mortalité. Ça nous amène à un autre type de conséquences de la vie sédentaire, de l'agriculture et de l'élevage. Les groupes préhistoriques de chasseurs-cueilleurs ignoraient probablement le concept de propriété. C'est-à-dire qu'au-delà de la propriété personnelle, des vêtements, des outils ou des armes, et peut-être quelques ornements comme des bijoux, en fait il n'y avait rien à posséder dans ces groupes. Pas de maison, pas de terre, pas d'animaux, et pas non plus de réserves de valeur comme des métaux précieux, parce qu'il n'y avait rien à acheter. S'il y avait une forme de propriété, elle aurait été collective, c'est-à-dire une tribu décidant de sa propriété sur un certain espace où elle évolue. Passer à la vie sédentaire, ça n'est pas seulement une révolution parce qu'on se fixe, c'en est une parce que ça a beaucoup de conséquences pratiques. Et l'une d'entre elles, c'est l'émergence du concept de propriété foncière. Qui possède la terre entre les membres du même groupe? Qui possède ces abris permanents, ces maisons dans lesquelles on vit maintenant? Qui possède ce bétail, ces troupeaux, qui peuvent être assimilés à des actifs productifs, puisqu'ils produisent des ressources, une richesse? Avec l'émergence de ces questions apparaissent de nouveaux besoins, des besoins de lois, de règles, de codes sociaux nouveaux. Ça veut dire aussi plus de distinction entre individus en fonction de leur richesse et de leur pouvoir à l'intérieur de la communauté. Dans une tribu de chasseurs-cueilleurs, le statut des individus peut dépendre de plusieurs choses. La contribution à l'approvisionnement en nourriture, la force, la fécondité, ou peut-être l'habileté manuelle, le savoir-faire artisanal. Tout ça reste valable dans une société sédentaire. Mais s'y ajoute la propriété, qui est un attribut de pouvoir qui peut éventuellement compenser ou contrebalancer la faiblesse physique, du moins tant qu'on arrive à faire respecter sa propriété.
Ça change la société en tout cas. Ça change la propriété en quelque chose de désirable, que ce soit pour le statut, la sécurité matérielle ou le confort. Une autre conséquence d'un autre ordre, ça va être la spécialisation des individus. L'augmentation de la production alimentaire, ça permet à une minorité de personnes de faire autre chose que chasser ou cultiver. Ça permet de se dédier totalement à d'autres fonctions. Il va y avoir un espace pour des artisans spécialisés, des prêtres, des guerriers, des dirigeants. Différentes fonctions qui se multiplient avec l'agrandissement des villages ou des bourgs et qui vont permettre bien sûr d'accélérer le progrès technique, les découvertes et contribuer à changer la société. Plus de complexité et aussi plus de hiérarchie probablement. Hiérarchie sociale et symbolique. Ces fonctions, elles existaient avant. Et d'ailleurs, il y a eu un progrès technique au long de la préhistoire. Mais la révolution néolithique donne un énorme coup d'accélérateur. Elle lance un processus d'accumulation technologique accéléré, qui d'ailleurs se poursuit aujourd'hui. Je vous disais aussi qu'une conséquence de cette révolution, c'était le bouleversement de la vision du monde, la cosmovision. Une transformation de la façon dont l'homme perçoit la nature, son rapport à elle, et sa place dans le cosmos. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on mène une existence nomade, en chassant et en récoltant des plantes, on se perçoit comme faisant partie de la nature. On en dépend totalement, et il faut constamment s'y adapter, sans avoir aucun contrôle sur l'environnement. On ne fait que s'adapter du mieux qu'on peut. Quand on s'installe et qu'on commence à cultiver la terre, à élever des animaux, ce rapport change. Au départ imperceptiblement, et ensuite de façon plus évidente. La nature n'est plus quelque chose qu'on accepte telle qu'elle se présente. Elle devient quelque chose sur lequel on commence à acquérir un peu de pouvoir. On peut la transformer et l'exploiter. Jusqu'à un certain point, évidemment. Encore aujourd'hui, on reste sujet aux catastrophes climatiques ou géologiques. Mais c'est quand même un changement majeur de perspective. On vit aujourd'hui la continuation de ce qui commence à la révolution néolithique. On commence à vivre dans des environnements essentiellement artificiels ou transformés par l'homme. Nos maisons, nos jardins, nos villes, nos villages, tout ça c'est contrôlé ou transformé par l'homme. Pour la plupart d'entre nous, la réalité c'est qu'on vit très à distance de la nature sauvage, même si on vit à la campagne. Même si on va se promener en forêt et qu'elle a des airs de nature, on ne tombe pas sur des loups ou d'autres animaux sauvages, parce que l'empreinte humaine est déjà très profonde. Ces espèces dangereuses pour nous, sauvages, soit elles ont appris à nous craindre, soit on les a éliminées. À part dans des régions vraiment reculées, on modifie la nature, pour le meilleur comme pour le pire, et on a sur elle un regard au moins en partie dominant, comme quelque chose qui peut être transformé, exploité, plutôt que simplement acceptée telle qu'elle est. Cette transformation a été si profonde qu'on finit par l'oublier. Par exemple, quand on dit qu'on aime la nature, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on aime la campagne, les jardins, la montagne, celle qui est accessible. En fait, tous ces environnements ne sont plus sauvages, ils portent l'empreinte de l'homme. Ce qu'on veut souvent plutôt dire par « j'aime la nature », c'est qu'on aime la nature domestiquée. Sinon on l'aimerait sans doute beaucoup moins, et on n'y survivrait pas longtemps, maintenant qu'on a perdu le savoir des chasseurs-cueilleurs. En tout cas, avec la révolution néolithique, commence peut-être un processus de séparation mentale d'avec la nature.
l'être humain se voit maintenant comme une entité distincte, plus séparée. Et certains penseurs ont avancé l'idée que l'évolution des croyances religieuses dans des sociétés complexes et sédentaires pourrait avoir reflété ça. On serait passé de formes d'animisme, c'est-à-dire la croyance dans des esprits derrière chaque phénomène naturel, à des croyances polythéistes et ensuite monothéistes, dans lesquelles les divinités sont anthropomorphisées, avec notamment dans les religions monothéistes un Dieu unique qui crée l'homme à son image. Cette évolution, ça pourrait illustrer la mise à distance de la nature. Les êtres humains ne se voyant plus comme ces humbles habitants qui lui sont soumis, mais plutôt comme des êtres élus qui ont vocation à l'exploiter, ou en tout cas à ne pas se laisser marcher sur les pieds par elle. C'est un autre débat, mais le point important, c'est que cette révolution conceptuelle a sans doute dépendu très largement du renversement de perspective permis par l'agriculture. Un dernier exemple de grand changement provoqué par l'agriculture, c'est l'enrichissement énorme de la vie matérielle de l'humanité, la multiplication des produits et des objets. Pour un chasseur, les animaux étaient intéressants déjà pour leur viande, et dans une moindre mesure pour leur peau, leur fourrure, voire leurs os et leur graisse. Mais un animal n'est exploitable qu'une seule fois. Avec la domestication, l'animal devient une source de produits et de services bien plus riches. Certes, il y a toujours la viande et la peau, mais aussi des sous-produits, du lait, des œufs, de la laine. Même les déjections peuvent servir comme fertilisant pour les cultures ou comme carburant qu'on peut brûler. Et encore en plus, les animaux apportent des services, comme la traction pour l'agriculture, ou une assistance si on pense aux chiens. Ces produits de base et ces services, ça fournit les bases d'une culture matérielle bien plus riche, de l'habillement à l'alimentation. Avec le lait, les œufs et la farine de céréales, on a les bases de possibilités culinaires bien plus variées, bien plus larges que celles qu'on avait avant. Là aussi, tout ce confort matériel et la créativité qu'il va stimuler, ça va changer les sociétés humaines au cours des millénaires suivants. Et c'est pour ça que la révolution néolithique est peut-être la transformation la plus déterminante de l'histoire d'Homo sapiens. Le changement qui a rendu possible l'apparition des civilisations, des États, des hiérarchies et des structures sociales, et aussi de nouvelles cultures matérielles et intellectuelles qui ont suivi. Il y a 4000 ans, donc vers moins 2000, plus de la moitié de l'humanité vivait déjà dans des sociétés agricoles ou nomades pastorales, c'est-à-dire avec de l'élevage. 2000 ans plus tard, au début de notre ère, les chasseurs-cueilleurs étaient déjà non pas éteints, mais limités à des régions très reculées et peu peuplées du monde. Sur tous les continents, l'agriculture était devenue la norme, y compris pour des peuples indigènes qui vivaient loin des berceaux agricoles que je vous ai mentionnés. Ce mode de subsistance avait fait tache d'huile sur toute la planète, ou presque. Et c'est ça, cette transformation de l'humanité entière, ou presque, en quelques milliers d'années, qui montre la vraie portée de cette révolution néolithique. On est arrivé à la fin de notre épisode. Je serai bientôt de retour pour vous parler d'un autre sujet. Si vous n'avez pas sommeil, vous pouvez partir pour une autre aventure de la bibliothèque des rêves. Ou alors, vous pouvez garder les yeux fermés, vous laisser aller et vous endormir. À bientôt et d'ici là, dormez bien. Faites de beaux rêves. Au revoir.